Bonsoir Sonia Backès. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, membre du gouvernement donc, mais vous êtes ici ce soir à un double titre pour parler de la lutte contre les dérives sectaires en France, dérives qui prennent de l'ampleur. Et alors, personne ne peut en parler comme vous puisque votre mère a été membre de l'église de Scientologie. Vous-même, vous êtes allé dans une école de la Scientologie. Vous avez accepté ce soir de nous raconter votre parcours. Avant ça, je le disais, et c'est l'une des informations de ce mercredi soir, la Miviludes, qui est la mission qui lutte contre les dérives sectaires, a été saisie plus de 4000 fois en 2021. On a ces chiffres depuis aujourd'hui. Un chiffre qui est en hausse de plus de 33%, plus 33%. Comment est-ce que vous expliquez ces chiffres-là? Est-ce que l'emprise des sectes en France est en train de s'aggraver? Alors oui, effectivement, on a des chiffres qui sont inquiétants d'un point de vue quantitatif. Vous l'avez dit, plus 33% en un an, plus 86% ces 5 dernières années. Et ça, c'est uniquement les signalements. Et on sent bien que c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on voit bien que les signalements ne sont qu'une petite partie de la réalité des choses. Comment on explique l'augmentation? Alors peut-être que d'une part, la parole se libère, mais d'autre part, on a sans doute un effet Covid lié au fait qu'on croit moins à la parole scientifique et on croit plus des paroles alternatives. Et puis que l'enfermement, les confinements ont généré peut-être une attraction particulière pour les problématiques de bien-être, de santé alternative. On va revenir sur l'effet Covid dans une seconde, mais simplement, c'est quoi une secte? L'image classique, c'est ce que vous appelez les multinationales de la secte, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah, la Scientologie, etc. Ça, c'est l'image classique. Mais en 2022, c'est plus vraiment, c'est plus que ça. Oui, ça a évolué. Il y a effectivement ce qu'on appelle les multinationales de la spiritualité. Donc, vous les avez cités, l'église de Scientologie, les témoins de Jéhovah, ceux qu'on connaît bien. Et puis, il y a toute une partie qui est qualifiée dans le rapport d'état gazeux des dérives sectaires. C'est des gourous 2.0 qui créent une nouvelle organisation et puis qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent, qui en créent une autre. C'est quoi? Comment on le qualifie? Comment on dit que on peut dire que c'est une organisation à caractère sectaire? Tout simplement parce qu'elle exerce une emprise mentale, une emprise psychologique, financière, et qu'elle met en danger finalement ceux qu'elle a sous emprise. Vous donnez des exemples. Je vous laisse la parole dans une seconde, Rosine. Vous donnez des exemples qui peuvent prêter à sourire parfois, mais qui donnent des résultats absolument terribles dans certaines familles. Le crudivorisme, le respiracialisme. Le respirianisme. Respirialisme, pardon. J'ai rajouté des syllabes. Qu'est-ce que c'est le également. respirialisme? Tout simplement, c'est une organisation qui encourage à ce qu'on jeûne pendant 21 jours. En fait, on se nourrit d'air et de lumière, c'est expliqué comme ça, pour se soigner de maladies graves. Alors, ça pourrait être encadré. Alors, le crudivorisme, par exemple, c'est de dire qu'il faut boire des jus de légumes. Alors, dans l'absolu, vous pouvez boire des jus de légumes, ça peut être bon pour la santé. Sauf qu'en parallèle à ça, en fait, ces organisations-là vous disent arrêtez votre traitement, votre chimiothérapie quand vous êtes atteint d'un cancer, votre radiothérapie, pour finalement passer uniquement à ces méthodes-là. Alors, on vous fait acheter évidemment un appareil pour faire vos jus de légumes, parce que ça a évidemment un intérêt financier au passage. Mais en tout cas, surtout, on vous met en danger, parce que là où clairement la chimiothérapie, la radiothérapie soignent le cancer, pas tous, mais ça en soigne. Par contre, boire des jus de légumes, ça n'a jamais soigné aucun cancer. Roselyne. Oui, moi j'ai fait partie de la première commission d'enquête sur les sectes, dont les travaux sont largement obsolètes maintenant. On était en 1995. Et j'ai l'impression qu'on a baissé la garde pendant plusieurs années. Moi, je suis très heureuse qu'il y ait un membre du gouvernement qui ait nommément la responsabilité de traiter les dérives sectaires, parce que voilà, tout ça a été mis sous le boisseau. On s'est dit tout ça est un truc réglé, et il y a beaucoup de choses qui se sont développées à bas bruit. Effectivement, les réseaux sociaux, Internet, et on est quand même assez démunis vis-à-vis de tout ça. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme élément, je veux dire, opérationnel pour faire ça? Est-ce que vous allez renforcer les moyens de la Miviludes? Qu'est-ce que vous allez faire exactement sur le plan concret? Alors d'abord, le rapport dont vous parlez n'est pas complètement has-been, puisque c'est le seul qui a finalement donné une mesure du nombre de familles, de nombre de Français touchés. Vous avez bien bossé, Roselyne. À l'époque, on parlait de 500 000 personnes touchées. C'est des familles, etc. Aujourd'hui, on n'a plus de chiffres concrètement parce qu'on ne sait plus. On ne sait pas. On ne sait pas combien de personnes sont touchées.
On sait qu'on a 4000 signalements, mais combien de personnes réellement touchées, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? D'abord, des assises des dérives sectaires et du complotisme. Et je vais revenir, si vous me le permettez, sur le complotisme. Ce n'est pas des assises pour faire un groupe de travail, etc. L'idée, c'est de mettre en place un plan d'action concret. Parce qu'en fait, on a des difficultés sur, d'abord, le signalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit son collègue de travail, son voisin touché par ça, à qui on le signale, comment on agit directement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'État. Comment on fait sur le terrain, parce que la Miviludes, comme vous le savez, est à Paris. Elle fait un énorme travail de suivi des personnes qui sont touchées. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il faut faire un numéro vert? Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi? Peut-être. Et donc l'idée, c'est d'avoir un plan d'action concret pour vraiment prendre à bras-le-corps le sujet. Vous parliez des gourous 2.0, on parlait effectivement des réseaux sociaux, à quel point ils ont bouleversé la chose et permis à certains d'avoir une audience beaucoup plus large qu'avant. On a un exemple ce soir avec vous, Pauline Simonet. Oui, effectivement. Thierry Casasnovas, c'est exactement ce que vous résumiez, ce dont vous parlez. C'est youtubeur, c'est guérisseur sur les réseaux sociaux. Il a 588 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et 80 millions de vues. Ça, c'était en plus il y a quelques mois déjà. Et puis au début, quand vous regardez les vidéos, ça paraît pas très méchant. Il filme ses vidéos dans son jardin. Il dit d'ailleurs lui-même qu'il n'est pas du tout médecin, rien du tout, qu'il n'a aucune légitimité pour parler de médecine. Il se présente comme un naturopathe, adepte du régime cru, donc il mange que des fruits, des légumes crus et du jeûne, donc c'est rien de bien méchant. Mais petit à petit, plus on regarde des vidéos, quand vous continuez à les regarder, à un moment donné, il faut payer. Déjà, il y a pour ses conseils de santé. Et puis, il conseille à ceux de ses abonnés qui sont malades, qui ont le cancer, d'arrêter leur traitement. La chimiothérapie, ça ne sert à rien. Il y a une vidéo, on n'a pas envie de vous la faire écouter, mais en tous les cas, une vidéo où il montre une pseudo-étude qui dit que la chimiothérapie ne fonctionne qu'à 2%. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire des fruits et légumes, acheter effectivement l'extracteur de fruits sur le site internet, prendre des bains froids, des bains chauds, faire des saunas. Même chose pour ceux qui sont atteints de diabète, pour ceux qui ont des maladies graves, la dépression également. Et il y a aussi une dimension spirituelle. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais lui, dans certaines vidéos, il explique qu'en fait, il a été lui-même très malade, il était très maigre, il a failli mourir et en fait, il a eu un message de Dieu. Donc, il se présente comme un élu, quelqu'un qui a été sauvé par la résurrection divine. Et effectivement, il y a ces fans, on le voit poser des questions à ces fans qui sont, semble-t-il, effectivement sous une emprise, sous l'emprise de cet homme. À l'arrivée, vous avez des dizaines de signalements concernant ce monsieur. Oui, et il y a des procédures qui sont en cours contre ces gens-là. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut qu'il y ait un délit. Il faut qu'il y ait un délit. Pour qu'il y ait un délit, il faut qu'effectivement il y ait mise en danger de la vie d'autrui. C'est pas mise en danger de la vie d'autrui de dire à des gens sur une vidéo, par exemple, arrêtez votre chimio, vous buvez des jus de carotte. Bien sûr, sur ce cas-là, oui, il y a une procédure. Mais lui-même, il dit qu'il joue avec, justement, mais c'est toujours il avait fermé sa chaîne YouTube et puis ensuite il ouvre en disant on jongle un petit peu, je vais vous faire une petite vidéo. Et là, il va pas parler du cancer. Et puis hop, sur une vidéo suivante, il recommence à le faire. Donc on tourne tout ça. Vidal, vous vouliez prendre la parole? Oui, étonnamment peut-être pour vous, mais en fait, vous allez voir, il y a un lien. D'habitude, j'interviens essentiellement sur la Russie et sur l'Ukraine pour vous dire quoi. Que comme ça fait un certain nombre de décennies maintenant que j'arpente cette zone, quand l'Union soviétique a disparu et ainsi que le bloc de l'Est, eh bien, on a vu une efflorescence incroyable de sectes se jeter sur cet espace. On l'a vu tant en Tchéquie qu'en Russie. Et ces sectes étaient un peu les multinationales que vous citiez. Donc, en allant de l'armée du salut, les évangéliques, la secte Moon et la scientologie. Et un jour, moi, j'ai compris effectivement que c'était un vide et une défiance vis-à-vis du projet politique qui vous environne, qui nourrissent là une défiance et une atomisation des individus. Quand j'ai rencontré la fille d'un grand dissident tchèque qui avait été condamné dans un procès, je voulais parler de ce procès avec elle et de l'héritage, et elle m'a dit, écoute, ça ne m'intéresse plus du tout, je suis lassée de la politique, et qu'elle s'était tournée vers la scientologie. Donc je pense qu'effectivement, il y a des parois, une perméabilité avec le complotisme. Et les Russes aussi savent depuis très longtemps exploiter en quelque sorte les faiblesses de la démocratie, c'est-à-dire notre capacité à entretenir tous les débats, à tolérer tous les débats. Mais notre force, malgré tout, je pense, c'est aussi de rappeler que la démocratie s'appuie sur une forme de rationalité et qu'on a des institutions à proposer et un projet. Sans projet, on n'arrivera pas à lutter contre ça. Elsa parle à l'instant de la scientologie. Vous, votre mère a été membre de l'église de scientologie. Comment est-ce qu'elle a basculé? Tout simplement par un test de personnalité dans la rue. C'est-à-dire c'était les méthodes... Quand on vous arrête, on vous dit comment ça va? On vous dit, est-ce que ça vous intéresse de faire un test de personnalité? On va vous donner, c'est comme les tests qu'on fait dans les magazines féminins. On vous fait un test de personnalité et puis derrière,
On identifie vos failles parce qu'il y a un point commun à toutes les organisations sectaires, c'est de jouer sur la vulnérabilité. Ça a été dit tout à l'heure. On joue sur, soit on a... là, c'était une problématique de divorce. Ma mère était en plein divorce, mais c'est le cancer dont on a parlé tout à l'heure, c'est la dépression. La dépression, toutes les vulnérabilités. Et donc, en fait, un test de personnalité, on identifie les failles, et là, on vous dit, non, mais ça tombe bien, on a une formation, un stage, quelque chose qui va vous permettre de régler ce problème-là. Et on rentre par ce biais-là, et évidemment, ça commence à être payant, petit à petit, et puis ça génère un enfermement extrêmement fort, parce que petit à petit, c'est un vocabulaire particulier qui est utilisé, qui fait que les gens se sentent en zone de confort dans cet espace-là, et en zone d'inconfort à l'extérieur. Ouais. Ouais. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Moi, j'avais 9 ans. Et vous aussi, vous avez été emmené dans cette triste aventure-là ? Oui, parce qu'en fait, quand on a 9 ans et qu'on a ses parents qui sont là-dedans, on n'imagine pas une seconde que ça puisse être un problème ou que ça puisse être mauvais pour soi. Et moi, ma mère était directrice de l'école de scientologie qui s'appelait l'école de l'éveil, c'était il y a quelques années, à Paris. Moi, j'ai été dans cette école pendant 2 ans qui a fini par être fermée par l'État, et heureusement. Et en fait, j'ai vu tout le processus d'entrée, le processus d'emprise. Et puis, à la sortie, moi, j'ai été aidée par une camarade qui a vu le logo sur une enveloppe et qui m'a dit « Attention, c'est une secte ». Mais jamais... Vous ne le saviez pas ? Pas du tout, pas du tout. Pas une seconde, j'ai imaginé ça. Et donc, petit à petit, effectivement, la mécanique, c'est... Mais vous, à l'intérieur de cette école, qu'est-ce qu'on vous fait subir ? Il y a des détecteurs de mensonges, ce genre de choses ? Oui, alors, on ne me fait rien subir. Hein, c'était pas il y avait rien il y avait pas de sévices physiques. Mais tout simplement, il n'y avait pas de prof. Donc, en fait, on avait des polycopiés qu'on devait apprendre. Et à la fin, on devait passer à ce qu'ils appellent l'électromètre, qui est une forme de détecteur de mensonges, pour dire oui, j'ai bien appris tout ce qu'il y a sur le polycopier, je suis pas passé plus vite que ce qui était prévu, ou non, je l'ai pas fait. Et donc, c'était au détecteur de mensonges qu'on validait les chapitres des examens, ce qui paraît complètement hallucinant. Et c'est heureusement qu'il n'a pas duré très longtemps. Et à l'époque, petite fille, vous ne vous dites pas, il y a quelque chose vous êtes, vous aussi, d'une certaine manière, embrigadée là-dedans. Honnêtement, je crois pas. Alors, peut-être que j'étais naïve, mais je crois pas qu'à 9 ans, on puisse avoir la capacité. Quand en plus, c'est sa maman qui est directrice de l'école, ça ne peut être que bien. C'est effectivement, quand ma mère m'a envoyée ensuite à Londres, dans le QG européen, quand j'ai commencé à douter, le QG européen de l'église de Scientologie, et c'est là où j'ai tout envoyé balader. Et où vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais pas tout à fait 13 ans. Mais comment on va faire la différence, puisqu'il y a des porosités extraordinaires. Vous avez parlé d'assises des sectes et du complotisme, mais même de certains réseaux terroristes ou de certains réseaux d'embrigadement. On voit ça par exemple dans un certain nombre de femmes qui ont été entraînées dans des réseaux islamistes où il y a des phénomènes qui s'apparentent à des phénomènes sectaires, d'isolement, d'embrigadement. Tout ce qu'on vous dénoncez, tout ce qu'on analyse dans le phénomène sectaire, on le voit aussi dans ces phénomènes-là. Vous êtes auprès du ministre de l'Intérieur. Je crois que ça a aussi son sens dans le cheminement que vous allez faire. Les mécanismes sont exactement les mêmes. Jouer sur les vulnérabilités et l'emprise. Et ce qu'il me semble, c'est qu'il y a un travail à faire en amont. On sait très bien que on parle de lutte contre la radicalisation. En réalité, une fois que les gens sont radicalisés, on n'arrive pas ou peu à les récupérer. Donc l'idée, c'est comment on travaille avant. Et je crois qu'il y a un vrai travail sur l'esprit critique, sur la manière dont l'information arrive, et en particulier aux plus jeunes. On voit dans le rapport de la Miviludes que les plus jeunes sont très touchés par les dérives sectaires, mais également par les problèmes de radicalisation. C'est une forme de séparatisme. Hein. C'est finalement, les mécaniques sont très liées. Comment on fait pour que l'information qui arrive, et en particulier aux plus jeunes, soit traitée, qu'on ne regarde pas de la même manière sur les réseaux sociaux, dont les algorithmes ne favorisent pas les choses. Hein. Les algorithmes des réseaux sociaux, une fois qu'on a regardé un mot-clé, ça nous le présente 10 fois d'affilée. Donc comment on fait ça ? Et ça fait partie des sujets qu'on doit traiter en amont, à l'école, dans le cadre du travail sur l'esprit critique. Vous dites que vous avez réussi à vous détacher de tout ça à 13 ans, mais quelles conséquences ça a eu au sein de votre famille, vos rapports avec votre mère, etc. Ça doit être terrible derrière. Alors moi, ma mère est restée scientologue jusqu'à ce qu'elle décède il y a quelques mois. J'ai malheureusement essayé par tous les moyens possibles et imaginables.
elle me disait des choses, des énormités que je découpais de manière extrêmement rationnelle. Comme quoi, pardon? Elle me disait par exemple la délinquance en Argentine a baissé de moitié grâce à la scientologie parce qu'on a distribué des... Donc je lui démontrais que la délinquance n'avait pas été divisée par 2, donc forcément pas grâce à la scientologie. Et elle me disait que c'était mes informations à moi qui étaient erronées. Enfin bref, il y a un biais cognitif qui est créé où finalement la vérité est ailleurs. Et il y a un énorme travail à faire pour... Et je pense que ça doit être du quotidien. Moi, ma mère habitait assez loin de moi, donc je la voyais pas souvent. Mais je pense que petit à petit, on peut sortir les gens, mais à condition de petit à petit leur amener un certain nombre de... Mais petit à petit, mais comment? Parce que c'est ça qui est compliqué. On a l'impression que quand vous essayez de faire sortir quelqu'un de ce type de structure, au contraire, ça l'enferme encore plus, parce que c'est l'extérieur qui menace. Par la confiance. Comme les complotistes. C'est exactement comme Quanon. Oui, bien sûr. Non mais après, je pense que la mécanique est compliquée. Je crois que d'abord, il y a l'idée du signalement. Et moi, je suis très intéressée par la problématique des plus jeunes. Les enfants, les mineurs. Oui, il faut qu'on arrive à les sortir. Parce qu'effectivement, quand ce sont les parents qui les mettent là-dedans, je crois qu'il y a besoin d'avoir un signalement par l'école, par les camarades. Il y a aussi des cibles à bien analyser, parce qu'on voit que quand ce sont les prescripteurs qui sont, je pense aux médecins, aux enseignants, aux encadrants sportifs, qui sont embrigadés dans ce genre de choses, parce qu'il ne faut pas penser que c'est uniquement des personnes dites vulnérables a priori. Il y a des vulnérabilités chez tout un chacun. Et quand on Et scientologue. Oui, c'est très grave. Compliqué, grave. Mais on voulait en parler avec vous ce soir. Merci beaucoup, Sonia Backes, d'être venue en direct dans 22h max. Merci à vous d'avoir été là ce soir.